Alors, les syndromes 10. On regroupe dans les syndromes 10 tous les syndromes qui posent des problèmes dans des domaines d'apprentissage, notamment lecture, écriture, mathématiques et tout cela, qui doivent se faire automatiquement, mais qui ne se font pas automatiquement. Bon, je vais détailler un petit peu. La dyslexie est liée au fait que c'est pas automatique le traitement des caractères lus pendant la lecture. Ça se fait pas automatiquement. Le son PA fait PA, PA ça fait PA, DA ça fait DA. Normalement ça c'est automatique. Bah, chez un dyslexique c'est pas automatique. Voilà. Les zones du cerveau ça ne se fait pas automatiquement et donc ça pose des problèmes de compréhension, des retards et une petite adaptation des familles. On a la dysgraphie. Là c'est l'automatisme au niveau de l'écriture qui ne se fait pas. La dysorthographie qui se fait pas au niveau de l'orthographe. Moi-même je suis dyslexique, dysgraphique, dysorthographique. Voilà. Et ces syndromes 10 me pourrissent la vie, m'ont fait perdre un travail, m'ont fait me faire insulter pendant que j'étais en licence, que j'avais pas ma place. Oui, le validisme. Bon, j'ai pas eu ma place mais j'ai quand même obtenu mon diplôme. Cher. Il y a la dyscalculie, alors là c'est au niveau du calcul. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour aider un 10? Bah, déjà il faut arrêter de le stigmatiser, hein, voilà, un petit peu de respect, vraiment beaucoup de respect. Autre élément, ça va être de mettre les choses en couleur, plus gros, avec une autre police, augmenter les interlignes, là c'est pour tout ce qui est dysgraphie, dysorthographie, dyslexie, parce qu'en jouant sur les couleurs par exemple pour aider à dysgraphie orthographique et pour avoir les différences de genre, de nombre dans un mot, voir les petites exceptions qui font règle peut-être, mais voilà. Ouais bah oui mais t'as qu'à mettre le clignotant aussi connard. Eh bien l'autre il me regarde, il tourne, il manque de me toquer parce qu'il a pas mis le clignotant. Putain non mais c'est pas en option quoi. Donc voilà. La taille, la couleur. Essayer aussi de jouer sur la taille des trucs à faire travailler un dyslexique. Ouais, vaut mieux qu'il fasse 50% du travail mais qu'il le fasse bien qu'essayer de lui faire 100% et de le fatiguer parce que vu que c'est pas automatique, il doit mettre en place une politique d'effort qui va le bouffer physiquement et mentalement. Parce que c'est frustrant. Hein. T'écris, c'est pas bien écrit, tu fais, il y a plein de fautes, c'est frustrant. S'il y a des moments, t'as envie j'avoue, de chialer, de taper la tête contre les notes, de dire putain, je suis merde. Parce que c'est ça. Hein. Moi j'ai été diagnostiqué que quand j'avais 24 ans. Hein. J'ai fait toute mon éducation, tout mon parcours d'éducation nationale. Personne ne m'a rien remarqué. On m'a stigmatisé, on m'a humilié. Je suis sorti du système scolaire. Je pensais que j'arrivais pas à l'école parce que j'étais con et que je savais pas écrire. J'étais une merde. Le problème c'est que quand j'ai appris de dyslexie, ah bah oui, non mais au fond je suis pas un con, je suis pas une merde, je suis juste handicapé. Même si c'est pas réellement considéré comme un handicap. Il y a des modifications pour le bac, mais après le bac il n'y a pas de modification. Parce qu'on part du principe encore aujourd'hui qu'un dyslexique n'a pas sa place dans le secteur universitaire. Et on fera tout pour le décourager, j'ai bien vu quand j'étais en licence. De ma promotion, je suis seul à avoir obtenu ma licence du premier coup, de 3 ans sans avoir à retoquer ou à repasser un semestre. Voilà. Et pourquoi on a tenté de m'éliminer? Que ce soit avec des bidouillages sur mon tiers-temps ou en me mettant dans des positions difficiles par rapport au travail et en niant mon handicap. Géographie et transdisciplinarité. Alors une analyse géographique est obligatoire pour avoir une bonne analyse. Une analyse historique premièrement, parce que si tu veux analyser comme il faut l'historique, il ne faut pas oublier l'espace parce que l'histoire étudie le hier en majorité. Et donc hier les plans n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Voilà, ouais, je sais, ça peut choquer, mais voilà. Une bonne carte, en plus une bonne carte peut t'aider à faciliter les choses. Hein. Je vais te faire un discours de 30 heures sur la colonisation romaine. Hein. Une carte, des plages de couleurs,
En 5 minutes, c'est fait. Hein. Emballer, c'est peser, comme dirait l'autre. L'analyse sociologique, en effet. Les rapports sociaux évoluent, notamment sur la nourriture. On ne mange pas pareil à Paris qu'à Lomé. On n'a pas le même rapport au chaud ou au froid selon la latitude dans laquelle on se situe. La séduction. Hein, à Lomé, on peut flâner pendant 3 heures au bar pour draguer la donzelle parce qu'il fait bon. Quand tu es en Antarctique et qu'il fait moins 30, Heineken, pas le temps de niaiser quoi. Hein. C'est tu veux pas parce que j'ai pas envie de mourir d'hypothermie. Voilà. La linguistique. Les mots n'ont pas les mêmes sens où on va. Va parler de la neige à des Togolais et va parler de la neige à des mecs qui vivent au Groenland. Ils n'ont pas du tout le même rapport syntaxique et l'image de la neige ne leur évoque pas les mêmes choses. L'économie. En effet, selon les espaces, on a plus ou moins des ressources. Ce qui explique un rapport à l'économie bien différent. Au niveau de l'actualité, par exemple, quand l'actualité c'était le coronavirus, une étude de l'espace aurait bien été utile. Bah ouais, pour comprendre un truc, c'est que le coronavirus c'est un virus pulmonaire et que par exemple, proche de la grippe, on le sait maintenant, c'est pas qu'une fake news. Eh bah oui, mais la grippe, il y en a plus en Europe qu'en Afrique. Ah, le virus se propagera pas de la même manière selon les latitudes, selon les températures, selon le profil démographique des populations touchées. Ah bah oui, hein, tu lâches le coronavirus en Europe, qui est limite une maison de retraite géante, et tu lâches coronavirus dans un truc au Togo où il y a plein de gamins qui ont moins de 25 ans. Ah bah, le match n'est pas pareil d'un point de vue culturel. En effet, l'appropriation culturelle, les objets culturels évoluent selon les latitudes. Donc oui, l'analyse géographique est importante pour comprendre nos sociétés. Elle doit compléter cette vision et cette réflexion. Nier l'espace, ça voudrait dire qu'on est tous pareils et qu'on vit sur le même truc. Alors qu'une analyse géographique permet de mettre les différences démographiques, c'est-à-dire les différences dans les populations même, dans leur nombre, dans leur composition, dans leur âge, et les différents espaces. Je pense que les problèmes de Quito, qui sont à 2500 mètres, la capitale de l'Équateur, ne sont pas du tout les mêmes à Lomé, qu'on est limite au niveau de la mer. Au niveau de la gestion de l'espace, au niveau de l'économie, au niveau de la démographie, toutes ces choses-là combinées font qu'on peut avoir une analyse différenciée et donc une analyse valable. Une analyse qui est réelle et valable, qui a de la gueule, quoi. Qui n'est pas un pli en aller. L'histoire de la Terre. Donc la Terre a été fondée il y a à peu près 4,5 milliards d'années et l'évolution de cette dernière s'est faite par différentes ères. Bon, ces ères reprennent souvent le nom des noms occidentaux, par exemple le Cambrien reprend le nom de terre qu'on trouve dans le pays de Galles. Le Jurassique est lié aux terres du Jura. Oui, le Jura. Oui, le Jura, la région juste à l'est de la Bourgogne où il y a du vin et du comté. Oui. Hein, le vin de Jura très peu apprécié par beaucoup, alors que des vins sympathiques. Voilà. C'est pas être un connard de bourguignon qui défend que mes vins. Donc, bon, c'est un peu compliqué de vous étaler toutes les différentes ères. Voilà, bon, la Terre s'est fondée. Au départ, c'était une boule de feu chaud. Progressivement, ça s'est refroidi. On a une atmosphère qui s'est mise en place. Une fois que cette atmosphère s'est mise en place, bah, les températures, il a fallu qu'elles baissent assez suffisamment pour avoir des lacs puis des océans. Que la vie est apparue progressivement. Au départ dans l'eau, des trucs très simples et qu'après, progressivement, ça s'est technicisé. Voilà, par exemple, les poumons, au départ, c'était juste un petit sac. Et après, bon, bah, tu vois, tout à tout le bordel, les branchioles et toutes les conneries dans le genre qui permettent de filtrer et nettoyer l'air. Bah, après, tu te retrouves avec un filtre à air de compétition. La même chose pour la sexualité. Au départ, c'était de la division unicellulaire. Puis après, bon, bah, il y a eu l'apparition de la fécondation externe, c'est-à-dire avec les gamètes mâles et les gamètes femelles, hein, avec
en gros, le mâle arrive et fait une énorme faciale à des œufs pour tenir. Puis après, bon, évolution faisant, on invente la baise, hein, la bonne vieille baise à l'ancienne. Voilà, la bonne leu comme on dit. Voilà. Et après, bon, bah, les animaux ils sortent de terre, ils évoluent. Et il faut rappeler aussi que quand l'atmosphère de la Terre s'est mise en place dans les proportions qu'on connaît aujourd'hui, ça a provoqué une extinction. Bah oui, parce que l'arrivée massive d'oxygène, 78% si je dis pas de conneries, ça a tué des bestioles. Bah oui, l'oxydation, hein, tu sais, l'oxygène peut faire rouiller du fer. Bah, je peux dire qu'elle a tué elle a fait dérouiller des bestioles. Tu vois? Donc voilà, la Terre va évoluer progressivement, va rentrer dans différentes ères géologiques. Actuellement, nous sommes dans l'ère du Quaternaire. Donc à chaque fois, les animaux vont évoluer. Le Jurassique va se finir avec une énorme explosion, avec un astéroïde qui va tomber dans le Yucatan, qui va tuer une grande partie des dinosaures. Mais oui, les dinosaures existent encore. T'as déjà vu un poulet, là, ces derniers temps? Et bah tu vois un putain de dinosaure. T'as déjà vu un pilon? C'est bien, bah les dinosaures c'est des putains de dinosaures. Ouais ma couille. C'est simplement que voilà, on se branle beaucoup sur les sanctions, mais c'est une logique normale dans l'évolution. C'est qu'on se retrouve avec des bestiaux de plusieurs tonnes et de plusieurs dizaines de mètres de haut et qui n'étaient plus adaptés. Déjà avant de se prendre la météorite dans la gueule, c'était déjà la crise. Parce que qui dit grosse bébête dit gros besoin alimentaire. Qui dit gros besoin alimentaire dit un truc tout con, dit besoin de beaucoup de ressources. Et les animaux qui sont moins gourmands en ressources, ben, ils ont une meilleure vie. Hein. C'est plus facile pour eux. Hein. Là où tu passes 10 minutes pour chasser un machin d'une tonne, de plusieurs tonnes, ils passent des heures à chasser. Voilà. Puis ajouter à d'autres problèmes. Je n'imagine même pas les ressources en énergie que ça devait être pour certains dinosaures de plusieurs dizaines de tonnes de faire la baise. La force que c'est pour des monts monter sur un diplodocus d'une dizaine de mètres et d'une dizaine de tonnes. Ah, faut la gérer la gonzesse. Hein. Donc voilà, la météorite les a achevés, mais ils étaient déjà pas dans une bonne période. Et cette disparition des dinosaures va permettre le développement de mammifères. Avant les mammifères, on a eu des reptiles qui allaitaient leurs bébés et après ça a évolué, tu vois, toujours évoluer vers quelque chose de mieux. En plus, l'avantage des mammifères, c'est que tu as des œufs, t'as pas d'œufs, donc t'as pas de suivi d'arriver dans le nid de quelqu'un qui fait coucou, je vais faire une omelette, tu vois. Bon, après, le défaut qu'il y a, c'est que la mère qui est un peu enceinte, elle est un peu fragile, mais bon, ça va aller quoi. Tu peux toujours trouver une solution. Et donc voilà, les mammifères vont se développer et la branche des singes va elle-même se diversifier, enfin la branche des primates va se diversifier entre singes et hominidés qui vont après apparaître. Et là, on rentre vraiment dans la préhistoire pure et dure avec l'apparition de l'homme.